Mais pour revenir au camp au Zaïre, là vous pensez donc qu'on aurait pu faire la sélection entre les génocidaires et les innocents. Mais si vous voulez, Qui ça? Qui aurait pu? Non mais qui aurait pu? Attendez, on ne va pas parler de la Tanzanie, monsieur Galland. On parlait des manipulations, des manipulations réciproques, si vous voulez. Un des problèmes de l'humanitaire, c'est que l'humanitaire n'est jamais neutre, n'est jamais innocent. Même si on a la meilleure intention du monde de vouloir aider des victimes, à partir du moment où on arrive avec des millions, ou des milliers plutôt, de tonnes de nourriture, avec des sommes d'argent tout à fait colossales, à partir du moment où on paye dans les camps de réfugiés les salaires de milliers, voire de dizaines de milliers de personnes dans le cas de Goma. Et à partir du moment où on remet une très grande partie de ces aides directement aux réfugiés, et donc notamment aux génocidaires, on leur donne la possibilité de se réarmer et de reprendre le combat politique. Il faut voir, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, bon, je n'y suis plus maintenant, mais à l'époque, Médecins sans frontières avait décidé de quitter ces camps de réfugiés de Goma. Pourquoi? Parce que les génocidaires qui contrôlaient les camps s'opposaient jusqu'à avoir un recensement du nombre de victimes. Et le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés n'a jamais pu, par exemple, compter les réfugiés à Goma, simplement parce que les propres autorités des réfugiés, c'est-à-dire les génocidaires, s'y opposaient. Donc il faut être... La primauté va, bien entendu, aux politiques, mais l'humanitaire doit être bien conscient aussi de sa responsabilité, et sa responsabilité, elle est parfois, malheureusement, et il faut le combattre, d'entretenir et d'alimenter ces conflits. Non, mais ça, moi je trouve ça un peu sinistre, et franchement, parce que qui entraînait et qui envoyait les armes, qui atterrissaient à Goma et qu'on a dénoncé, ce n'était pas les humanitaires, excusez-moi. Mais comment parce qu'en fait, il y a quand même un niveau un peu particulier. D'un côté, vous me dites que c'était des camps de génocidaires où il y avait des génocidaires armés. C'est vrai. Après quoi, vous me dites que c'était très simple, ça suffisait, c'était très simple pour les séparer. Mais excusez-moi, monsieur, c'était pas nous, les humanitaires sans armes, qu'on pouvait rentrer dans un camp et dire, monsieur, vous êtes un génocidaire, on ne vous sait pas. Franchement, il faut être non, mais Pierre, il faut être un minimum sérieux, parce que, bon, les camps, tu les connais, moi aussi. Alors, d'un côté, vous me dites que c'était des camps militarisés et armés. De l'autre côté, vous me dites que notre copain de Médecins sans frontières pouvait rentrer, trouver un monsieur. On n'avait pas une liste de génocidaires, mais on s'en vantait, où on disait... Parce que le gouvernement du Rwanda nous a donné 400 personnes un an après. Je vous signale, donc arrêtons cette histoire. Madame Bodino, qui aurait dû séparer les génocidaires alors, soit, et Madame Ogat avait bien demandé une coalition internationale. Madame Ogat, c'est donc le Haut Commissariat aux réfugiés. Avait bien demandé une coalition internationale avec monitoring, etc., mais certainement armée, pour faire le triage sur une liste de génocidaires que le gouvernement rwandais avait promis de nous donner. Elle s'est amenée à New York, elle a eu comme réponse, désolé, c'est trop cher, donc pas question qu'on vous envoie quelques... troupes de peacekeeping ou n'importe lesquelles. Si vous voulez la sécurité dans les camps, adressez-vous à M. Mobutu, ce qu'elle a fait, parce qu'elle n'avait pas de choix et parce que la garde présidentielle coûte $2 au lieu de 2000 pour peacekeeper. Donc il faut aussi bien se dire quelles sont les limites aussi de où on est. Mais parce que parce que le problème, ce que je pense qu'il faut que nous fassions plus, c'est de ce qu'en anglais on appelle, moi je ne trouve pas le nom, de advocacy, c'est-à-dire qu'on soit plus performante, plus précoutante, si vous voulez, à parler haut et fort, sans avoir peur d'être sur le terrain, et donc on dit non, on ne va pas le faire. Donc ça, je pense que c'est une réflexion à faire. Mais de dire que c'est les humanitaires qui entravent les solutions politiques c'était entravé parce que les politiques ne s'en occupaient pas. Frédéric François, on pourrait dire que la crise des réfugiés rwandais, la présence des réfugiés rwandais au Zaïre, finalement, Mobutu s'est appuyé sur eux pour se maintenir au pouvoir, et puis ça s'est retourné contre lui. Il ne faudrait tout de même pas oublier que c'est lui le premier qui a lancé à un moment donné un ultimatum en joignant à tous les Banyamulenge, c'est-à-dire les Tutsis du Kivu, de rentrer chez eux. Dans les 8 jours, dans les 15 jours. Donc c'est lui qui a, en tout cas, je ne dis pas déclenché, mais donné, s'il le fallait, une raison aux autres pour intervenir. D'autre part, je voudrais tout de même qu'on soit conscient, je sais que chacun doit jouer son rôle, et les humanitaires qui, un peu trop souvent, peut-être deviennent aussi des entreprises, c'est normal, c'est devenu aussi une entreprise moderne maintenant, l'humanitaire.
il ne faut pas non plus trop charger les politiques, ils doivent aussi jouer leur rôle. Il me paraît difficile, quand on dit à 15 autour de la table, on ne peut pas s'entendre, il me paraît difficile, dans l'ambiance du moment, que certains n'aient pas suspecté que derrière l'intervention militaire, il y avait d'autres intentions qui étaient tout simplement de bloquer l'offensive des troupes de Kabila dans l'est du Kivu. Mais en tous les cas, c'est un problème, c'est une crise qui a démontré comment l'Occident a eu du mal à se démêler finalement d'une ambiguïté hypocrite qui a caractérisé justement les grandes instances internationales. Parce que tout à l'heure, on a évoqué les conventions internationales, notamment la Convention de Genève qui définit la qualité de réfugié. Mais dans cette crise, on n'a jamais entendu les Nations Unies redéfinir la notion de réfugié. On a vu tout d'un coup, toutes ces instances faire l'amalgame, c'est-à-dire que tout d'un coup, des miliciens armés étaient considérés comme des réfugiés, alors que c'était des menaces par rapport aux plus démunis. Alors, on a considéré comme réfugiés des gens qui étaient effectivement entraînés et qui étaient encouragés à le faire, empêcher des pauvres gens de rentrer chez eux parce qu'ils avaient exprimé le souhait de le faire. Donc, moi, je crois que finalement, c'est un scénario de dupe auquel on a assisté, mais qui malheureusement a coûté la vie à des millions de gens en Afrique centrale. Alors moi, j'aimerais ici dénoncer quand même, je dirais, toute cette science qu'on voit ici étalée au grand jour, dont Mme Bonino ici est une des interprètes. Cette grande science des Nations Unies qui veut toujours penser qu'elle détient la vérité pour résoudre les crises en Afrique centrale, mais qui, lorsqu'il faut pratiquer une diplomatie préventive, démontre sa faillite totale, car c'est de cela qu'il s'agit aussi. Et maintenant, en fait, nous devrions nous trouver dans une dynamique de diplomatie curative, et je constate encore qu'il y a encore de l'imbroglio. Alors, moi, je crois que le moment est venu pour que l'on accepte que les Africains sont quand même assez mûrs pour définir la nature de la crise qu'ils sont en train de rencontrer, et puis qu'on ne préjuge pas toujours de leur incompétence supposée ou réelle, mais qu'on leur laisse la chance de s'exprimer et d'apporter des solutions à leurs problèmes. M. Galland vient de dire tout à l'heure que l'Afrique a décidé de se prendre en charge parce que la communauté internationale était indifférente. Moi, je crois qu'il faut aujourd'hui quand même féliciter les Africains, parce que pendant tant d'années, on a dit qu'ils étaient incompétents, on a dit que les conflits ethniques ne cessaient de les ronger, et voilà qu'une Afrique mûre, je dirais, des expériences de douleur des années passées, qui se remet en marche, qui se réveille. Au lieu d'encourager cela, eh bien, on essaye encore de créer une crise humanitaire ou de faire de la crise des réfugiés une problématique fondamentale, alors que les vraies causes, c'était l'indifférence de l'Occident, le mépris des Occidentaux face à la vie des Noirs, parce que nous avons vu là aussi que finalement, génocidaires et victimes se confondaient. Alors, est-ce que c'est vraiment sérieux? Moi, je crois qu'il faut aussi remettre cela en question.